quand les fondations d'une vie s'effondrent en une seule nuit. Savez-vous ce que c'est que de découvrir que votre existence entière n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré? Margot Delacroix pensait le savoir, jusqu'à cette nuit de novembre où elle a trouvé son mari Julien dans les bras d'une autre femme, non pas dans un moment de faiblesse passagère, mais au cœur d'une liaison qui durait depuis des années. Le vent glacial de la montagne sifflait à travers les fenêtres mal isolées du chalet, mais ce n'était rien comparé au froid qui s'était installé dans le cœur de Margot. Assise dans sa voiture garée à 100 mètres du refuge de haute montagne que Julien dirigeait depuis 15 ans, elle observait les silhouettes enlacées derrière les rideaux éclairés. Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid mordant des Pyrénées en novembre, mais à cause de la rage qui montait en elle comme une marée noire. Comment ai-je pu être si aveugle? Margot était vétérinaire dans la vallée, une femme respectée qui passait ses journées à sauver des vies animales, à consoler des propriétaires éplorés, à prendre des décisions cruciales en quelques secondes. Elle qui était capable de diagnostiquer les maux les plus subtils chez un cheval ou un chien n'avait rien vu venir dans son propre mariage. Rien. Pas un signe. Pas une intuition. Ou peut-être que si. Finalement, ces derniers mois, Julien était devenu distant. Leurs conversations se limitaient aux aspects pratiques de leur vie commune. Qui irait chercher leur fille Léa à ses cours de piano, qui s'occuperait des courses, qui réparait la clôture endommagée par la dernière tempête. Leurs corps ne se cherchaient plus la nuit. Leurs regards ne se croisaient plus avec cette complicité qui avait fait leur force pendant tant d'années. Mais Margot avait mis cette froideur sur le compte du stress. Le refuge de montagne traversait une période difficile depuis la pandémie. Les randonneurs étaient moins nombreux, les subventions publiques se raréfiaient, et Julien devait licencier du personnel. Elle pensait qu'il portait le poids de ses responsabilités, qu'il protégeait sa famille en gardant ses inquiétudes pour lui. Quelle naïveté, se dit-elle amèrement en observant son mari de 45 ans caresser tendrement le visage d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas. La découverte avait eu lieu par le plus grand des hasards. Margot était en urgence chez les Morera, des éleveurs de brebis dont le troupeau avait été attaqué par des chiens errants. Après avoir passé la soirée à soigner les bêtes blessées, elle avait décidé de faire un détour par le refuge pour apporter à Julien un thermos de café chaud et quelques sandwichs. Un geste d'épouse attentionnée qu'elle regrettait déjà amèrement. En approchant du chalet principal, quelque chose l'avait arrêtée. Une voiture qu'elle ne connaissait pas était garée devant l'entrée. Une Peugeot grise avec des plaques d'immatriculation de Toulouse. Au lieu de se diriger directement vers la porte, un instinct qu'elle ne s'expliquait pas l'avait poussée à contourner le bâtiment pour regarder par la fenêtre du salon. Ce qu'elle avait vu l'avait pétrifiée sur place. Julien et une femme brune d'une trentaine d'années étaient assis sur le canapé qu'elle avait choisi avec lui 3 ans plus tôt. Ils ne s'embrassaient pas, ils ne faisaient pas l'amour. C'était pire que cela. Ils avaient cette intimité paisible des couples installés dans leur routine. La femme était blottie contre l'épaule de Julien, qui lui caressait machinalement les cheveux tout en regardant le feu crépiter dans la cheminée. Sur la table bastronnaient 2 tasses de thé et une assiette de biscuits entamés. Cette scène de bonheur domestique était un poignard planté directement dans son cœur. Margot était restée clouée derrière la fenêtre pendant de longues minutes, incapable de détourner le regard. Elle observait son mari avec cette femme inconnue, et ce qui la frappait le plus, c'était à quel point Julien paraissait détendu, heureux. Elle ne l'avait pas vu aussi serein depuis des mois, peut-être des années. Puis la femme s'était levée pour aller chercher quelque chose dans la cuisine, et Margot avait vu Julien la suivre du regard avec une tendresse qu'elle reconnaissait parfaitement. C'était exactement la façon dont il la regardait elle, autrefois, dans les premiers temps de leur relation. C'est à cet instant précis que 20 ans de mariage s'étaient effondrés comme un château de cartes. Margot avait reculé lentement, refusant de croire à ce qu'elle venait de voir. Elle avait marché comme un automate jusqu'à sa voiture et s'était installée au volant, les mains crispées sur le volant, le souffle court. Son cerveau fonctionnait à toute vitesse, tentant de donner un sens à cette découverte, de trouver une explication rationnelle qui préserverait l'édifice de sa vie. Peut-être que c'est juste une amie, une collègue qui traverse une période difficile. Mais au fond d'elle-même, elle savait déjà que ces explications rassurantes ne tenaient pas. L'intimité qu'elle avait observée entre eux ne se construisait pas en quelques semaines. Cette complicité, cette aisance, cette façon qu'ils avaient de partager l'espace, tout cela témoignait d'une relation bien établie. Depuis combien de temps Julien menait-il cette double vie? Depuis combien de temps lui mentait-il avec ce naturel déconcertant? Combien de fois était-il rentré à la maison après avoir passé la soirée avec cette femme, embrassant Margot sur le front en lui disant qu'il était épuisé par le travail? Comment un homme peut-il compartimenter sa vie avec une telle facilité? Margot repensa à tous ces soirs où Julien rentrait tard, prétextant des problèmes techniques au refuge, des réunions avec la mairie pour les autorisations, des formations obligatoires pour le personnel. Elle avait toujours accepté ces explications sans sourciller.
Elle lui faisait confiance aveuglément. Quelle idiote j'ai été! Le plus douloureux, c'était de réaliser que leur fille Léa avait probablement remarqué les changements avant elle. À 16 ans, leur fille était d'une perspicacité redoutable. Ces dernières semaines, elle avait posé plusieurs fois des questions sur l'ambiance tendue à la maison, demandant si tout allait bien entre ses parents. Margot l'avait rassurée, lui expliquant que papa était juste préoccupé par le travail. Menteuse, tu lui as menti autant qu'il t'a menti. La neige commençait à tomber, de gros flocons qui venaient s'écraser contre le pare-brise de sa voiture. Margot observait toujours le chalet, espérant secrètement voir Julien raccompagner cette femme à la porte, lui serrer poliment la main, confirmer ainsi qu'elle s'était trompée sur la nature de leur relation. Mais la femme ne ressortait pas. Au contraire, la lumière du salon s'éteignit, puis celle de la cuisine. Quelques minutes plus tard, la chambre du premier étage s'illumina. La chambre où Margot et Julien avaient fait l'amour pour la première fois il y a 22 ans, quand il venait de reprendre le refuge de son oncle et qu'elle finissait ses études vétérinaires. Ils vont dormir ensemble. Dans notre lit. Cette pensée la fit sortir brutalement de sa torpeur. Elle ne pouvait pas rester là, à attendre comme une voyeuse que son monde s'effondre complètement. Elle devait agir, faire quelque chose, n'importe quoi pour reprendre le contrôle de la situation. Margot sortit de sa voiture et marcha d'un pas décidé vers l'entrée du refuge. Ses bottes croquaient dans la neige fraîche, et chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans le silence de la montagne. Elle avait les clés du refuge. Julien les lui avait données depuis longtemps pour les cas d'urgence, mais elle choisit de frapper à la porte. Il faut que j'entende ces mensonges de sa propre bouche. Elle attendit, le cœur battant. Des pas résonnèrent dans l'escalier, puis dans le couloir. La porte s'ouvrit sur Julien, torse nu, un jean à peine boutonné, les cheveux ébouriffés. L'expression de surprise qui traverse son visage en la voyant confirma ses pires craintes. « Margot, mais qu'est-ce que tu fais là? Il est plus de minuit. » Sa voix était tendue, inquiète, pas du tout celle d'un homme heureux de voir sa femme lui faire une surprise. « J'étais chez les Moreira pour l'attaque des chiens. Je me suis dit que je passerais te voir, t'apporter un peu de café chaud. » Elle leva le thermos qu'elle tenait encore à la main, détail dérisoire qui rendait la situation encore plus pathétique. Julien ne bougeait pas de l'entrée, bloquant visiblement le passage. Il y eut un silence pesant, ponctué seulement par le vent qui sifflait dans les sapins. « C'est gentil, mais tu aurais dû appeler avant. J'étais en train de me coucher. » Mensonge. Premier mensonge officiel de la soirée. Tu n'étais pas seul, n'est-ce pas? Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle puisse les retenir. Julien se figea, et elle vit passer dans ses yeux ce mélange de panique et de calcul qu'elle connaissait bien chez les propriétaires d'animaux pris en flagrant délit de négligence. « Qu'est-ce que tu veux dire? » La voiture garée dehors. Les lumières qui se sont éteintes quand je suis arrivé. Tu peux me dire qui c'est? Julien ouvrit la bouche, puis la referma. Elle pouvait presque voir son cerveau fonctionner à toute vitesse, pesant le pour et le contre de chaque mensonge possible. C'est Camille, une inspectrice de la région qui vérifie nos installations. Elle a eu des problèmes avec sa voiture sur la route, alors je l'ai hébergée pour la nuit. Deuxième mensonge, plus élaboré, mais tout aussi pathétique. Une inspectrice qui inspecte en peignoir sur le canapé du salon. Le visage de Julien se décomposa. Il comprit qu'elle avait tout vu, que les mensonges ne servaient plus à rien. Un bruit de pas résonna dans l'escalier derrière lui. Une voix féminine, douce et inquiète. « Julien, tout va bien ?» La femme brune apparut en haut de l'escalier, vêtue de la robe de chambre que Margot avait offerte à Julien l'année précédente pour son anniversaire. Cette image, cet inconnu portant un vêtement qu'elle avait choisi avec amour pour son mari, fut le coup de grâce. Margot recula d'un pas, comme si elle venait de recevoir une gifle. Les mots se bousculaient dans sa tête, mais aucun ne sortait de sa bouche. Elle regardait alternativement Julien et cette femme, incapable de traiter rationnellement la scène qui se déroulait devant elle. « Margot, je peux t'expliquer? » « M'expliquer quoi? Que tu me trompes? Que tu amènes ta maîtresse dans le lit où nous avons conçu notre fille? Que tu me mens depuis des mois? Peut-être des années. » Sa voix montait progressivement, libérant toute la rage et la douleur qui s'étaient accumulées depuis qu'elle avait regardé par la fenêtre. La femme descendit quelques marches, visiblement embarrassée. De près, Margot pouvait voir qu'elle était plus jeune qu'elle l'avait d'abord cru. 28, 30 ans tout au plus. Jolie sans être spectaculaire, avec cette fraîcheur que seule la jeunesse peut offrir. « Je suis désolé, » dit la femme d'une voix tremblante. « Je ne savais pas que... Julien m'avait dit que vous étiez séparés. » Bien sûr qu'il avait dit ça. Le mensonge le plus vieux du monde. Margot éclata d'un rire amer qui résonna étrangement dans le silence de la montagne.
Séparés? Nous avons dîné ensemble hier soir. Il m'a aidé à réviser le contrôle de maths de notre fille. Nous avons fait l'amour dimanche dernier. C'est ça, votre définition de séparer? La femme pâlit et regarda Julien avec un mélange de colère et d'incompréhension. Margot réalisa avec une satisfaction amère qu'elle aussi était une victime dans cette histoire. « Camille, remonte, s'il te plaît. » Julien parlait d'une voix lasse, comme un homme qui savait que sa partie était perdue. « Camille. » Alors c'était son prénom. « Non. » Qu'elle reste, dit Margot avec une dureté qu'elle ne se connaissait pas, puisqu'apparemment tout le monde vit des mensonges ici, autant que la vérité éclate enfin. Elle se tourna vers Camille, qui serrait frileusement la robe de chambre autour d'elle. « Depuis combien de temps couchez-vous avec mon mari ?»« Margot, arrête, » intervint Julien. « Ce n'est pas sa faute. C'est moi qui... » « Qui quoi? Qui a décidé de détruire notre famille? Qui a choisi de me mentir tous les jours en rentrant à la maison? Qui regarde notre fille dans les yeux en sachant que tu l'as trahie elle aussi? » Julien encaissa chaque reproche comme une gifle. Margot le voyait se recroqueviller sur lui-même, mais elle ne ressentait aucune pitié. 20 ans de mariage, 20 ans de confiance absolue, venaient d'être réduits à néant par cette scène sordide. « Depuis septembre, » murmura Camille. « Nous nous sommes rencontrés en septembre. » Septembre. 3 mois. 3 mois pendant lesquels Julien avait vécu cette double vie avec un naturel déconcertant. Et vous pensez quoi? Que vous allez vivre heureux ensemble après qu'il aura abandonné sa famille. Vous croyez qu'un homme capable de mentir pendant 3 mois sa femme sera honnête avec vous? Je ne savais pas qu'il était encore marié, cria Camille, les larmes aux yeux. Il m'a dit que vous étiez divorcés depuis 2 ans. Margot sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'appuya contre le chambranle de la porte, assommée par cette révélation. Julien ne s'était pas contenté de la tromper. Il avait effacé leur mariage de son discours, il avait fait d'elle une ex-femme, un passé révolu. Depuis 2 ans. Il raconte qu'il est divorcé depuis 2 ans. Julien? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Depuis 2 ans? Il ne répondait pas, le regard fuyant. Camille les observait tour à tour, commençant visiblement à réaliser l'ampleur de la manipulation dont elle était victime elle aussi. « Réponds-moi, depuis combien de temps tu racontes que tu es divorcé? »« Margot, réponds-moi. » Son cri déchira le silence de la nuit. Au loin, un chien aboya, réveillé par l'éclat de sa voix. « Depuis que j'ai commencé à voir d'autres femmes. » La vérité tomba comme une sentence. D'autres femmes. Camille n'était donc pas la première. Elle n'était qu'un maillon dans une chaîne d'aventures que Julien menait parallèlement à leur vie de couple. Margot eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle qui pensait découvrir une liaison découvrait en réalité un système, une organisation méthodique de la tromperie. Combien? Sa voix était devenue inaudible. Margot, s'il te plaît? Combien? Julien ferma les yeux, comme s'il capitulait enfin. Je ne sais pas. 5, 6 peut-être. Certaines n'ont duré que quelques semaines. Camille poussa un petit cri et recula de plusieurs pas. Elle aussi découvrait qu'elle n'était pas unique, qu'elle n'était qu'une aventure parmi d'autres. Margot sentit ses forces l'abandonner. Elle laissa tomber le thermos de café, qui roula dans la neige en répandant son contenu fumant. L'odeur du café se mélangea à l'air glacé de la montagne, créant un contraste saisissant avec la froideur de la Seine. 20 ans, murmura-t-elle. 20 ans de ma vie. Notre fille? Léa n'a pas besoin de savoir. Nous pouvons arranger les choses, trouver une solution. Arranger? Margot releva la tête et Julien recula d'un pas devant la rage qu'il lut dans ses yeux. Tu crois qu'on arrange 20 ans de mensonges? Tu crois qu'on répare la confiance comme on répare une clôture cassée? Elle se tourna et commença à s'éloigner, puis s'arrêta net. Au fait, Julien, nos comptes joints, l'argent que tu prélèves régulièrement pour l'entretien du refuge, c'était pour tes petites amies? Le silence de Julien valait toutes les réponses. Margot monta dans sa voiture et démarra sans un regard en arrière. Dans le rétroviseur, elle vit Julien debout sur le seuil, immobile dans la neige qui tombait de plus en plus fort. Pendant le trajet de retour vers la vallée, une seule question tournait dans sa tête. Comment allait-elle annoncer à Léa que le vie de famille venait de voler en éclats? Mais une autre question, plus troublante encore, commençait à germer dans son esprit. Si Julien avait été capable de mener cette double vie avec un tel naturel, quels autres secrets cachait-il? Et surtout, qui était réellement l'homme qu'elle avait épousé 20 ans plus tôt? Chapitre 2. Quand les mensonges d'une nuit révèlent les secrets d'une vie entière. Avez-vous déjà eu l'impression que votre propre maison était devenue un territoire ennemi?
Margot poussa la porte de sa cuisine à 3 heures du matin, et chaque objet familier lui sembla soudain chargé de mensonges. La cafetière que Julien utilisait chaque matin avant de partir travailler. Le calendrier familial sur lequel il notait consciencieusement ses réunions et ses formations. Même la photo de leur mariage, accrochée près de la fenêtre, paraissait maintenant se moquer d'elle. Combien de fois s'est-il préparé ici avant d'aller retrouver une autre femme? Elle s'effondra sur une chaise, encore sous le choc de ce qu'elle venait de découvrir. Ses vêtements étaient trempés par la neige, ses cheveux collés à son crâne, mais elle ne sentait plus le froid. Une seule chose l'obsédait, protéger Léa. Sa fille dormait à l'étage, inconsciente du cataclysme qui venait de frapper leur famille. Le téléphone de Margot vibra. Un message de Julien. « Il faut qu'on parle. Pas devant Léa. Je t'expliquerai tout. » T'expliquer? Qu'est-ce que tu peux expliquer après ça? Elle éteignit son téléphone et monta silencieusement à l'étage. La porte de la chambre de Léa était entr'ouverte, comme toujours. Sa fille dormait paisiblement, ses longs cheveux bruns étalés sur l'oreiller, un livre de littérature encore ouvert sur sa table de nuit. À 16 ans, Léa ressemblait de plus en plus à Margot au même âge, la même détermination dans le regard, la même passion pour les études, la même tendance à tout prendre au sérieux. Comment vais-je lui dire que son père n'est pas l'homme qu'elle croit? Margot ferma doucement la porte et se dirigea vers sa propre chambre. Le lit conjugal lui parut soudain obscène. Impossible de s'y allonger après ce qu'elle avait découvert. Elle prit une couverture et redescendit au salon, s'installant dans le fauteuil face à la cheminée éteinte. Les heures s'écoulaient lentement. Margot ne dormait pas. Elle ressassait chaque détail des derniers mois, traquant les indices qu'elle avait manqués. Les retards de plus en plus fréquents. Les douches qu'il prenait systématiquement en rentrant. Sa nouvelle façon de protéger son téléphone, qu'il emportait même aux toilettes. Les week-ends où il prétendait devoir inventorier le matériel au refuge. J'ai été aveugle, délibérément aveugle. Vers 6 heures du matin, elle entendit les pas de Léa dans l'escalier. Sa fille apparut dans la cuisine en pyjama, les cheveux ébouriffés, cherchant visiblement son petit déjeuner habituel. « Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu as dormi dans le fauteuil ?» Margot se leva péniblement. Elle avait l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Je me suis endormie en lisant. Ton père n'est pas encore rentré ?» Premier mensonge. Le premier d'une longue série. « Papa, il n'est pas dans votre chambre ?» Non, il a dû rester au refuge. Problème avec le chauffage, je crois. Deuxième mensonge. Plus facile que prévu. Léa fronça les sourcils. Margot connaissait cette expression. Sa fille sentait que quelque chose clochait. « Maman, ça va? Tu as une tête bizarre. » Juste fatiguée. Une nuit difficile chez les Morera. Léa continua de l'observer avec attention. À 16 ans, elle avait développé une capacité troublante à déceler les non-dits familiaux. « Il se passe quelque chose avec papa? Ces derniers temps, vous ne vous parlez presque plus. Et hier soir, quand tu es parti chez les Morera, il a eu l'air soulagé. » Elle a remarqué. Bien sûr qu'elle a remarqué. Ne dis pas n'importe quoi. Léa, ton père était juste préoccupé par les problèmes du refuge. Maman, j'ai 16 ans, pas 6. Je vois bien que quelque chose ne va pas entre vous. Margot sentit sa gorge se serrer. Elle avait sous-estimé la perspicacité de sa fille. Mais comment lui dire la vérité? Comment détruire l'image qu'elle avait de son père? Allez, dépêche-toi ou tu vas être en retard au lycée. Léa n'insista pas, mais Margot vit bien qu'elle n'était pas dupe de cette diversion. Sa fille prit son petit déjeuner en silence, lançant de temps en temps des regards inquiets vers sa mère. Après le départ de Léa, Margot appela la clinique vétérinaire pour annuler ses rendez-vous de la matinée. Sophie, son assistante, s'inquiéta immédiatement de sa voix fatiguée. « Docteur Delacroix, vous êtes sûr que ça va? Vous voulez que je reprogramme aussi les consultations de l'après-midi? » « Non, ça ira mieux cet après-midi. C'est juste, j'ai besoin de quelques heures pour régler un problème personnel. » Un problème personnel. Quelle formulation délicate pour désigner l'effondrement de 20 ans de mariage. Vers 10 heures, Julien appela. Margot laissa sonner, puis écouta son message. « Margot, s'il te plaît, réponds-moi. Il faut qu'on se parle. Camille est partie ce matin. Elle ne reviendra plus. C'est fini avec elle. Avec toutes les autres aussi. Je sais que j'ai merdé, mais on peut s'en sortir. Pour Léa, pour nous. Rappelle-moi. Toutes les autres. » Il l'admet enfin. Elle rappela, non pas par envie de lui parler, mais parce qu'elle avait besoin d'informations. Elle devait comprendre l'étendue des dégâts avant de prendre des décisions définitives. Margot, Dieu merci.
Tais-toi, Julien. Je ne veux pas entendre tes excuses. Je veux des réponses. Combien de fois tu m'as trompé? Margot? Combien de fois? Un silence. Puis, d'une voix brisée. Je ne sais pas. Ça a commencé il y a 3 ans. Au début, c'était juste des aventures d'un soir. Des femmes de passage, des touristes. Et puis il y a eu des liaisons plus longues. Camille elle était différente. 3 ans. 3 ans pendant lesquels elle n'avait rien vu. Pourquoi? Je ne sais pas, Margot. Je te jure que je ne sais pas. Au début, c'était comme une bouffée d'oxygène. J'avais l'impression de revivre, de redécouvrir qui j'étais. Et puis c'est devenu comme une drogue. Une drogue? Tu parles de détruire notre famille comme d'une drogue? Ce n'était pas censé détruire quoi que ce soit. J'arrivais à tout compartimenter. Ma vie avec elle n'avait rien à voir avec ma vie avec toi et Léa. Compartimenter. Le mot-clé était là. Tu utilisais notre argent? À nouveau silence. Réponds-moi, Julien. Parfois, pour les restaurants, les hôtels, mais ce n'était pas grand-chose. Combien? Je ne sais pas. Quelques milliers d'euros? Peut-être. Quelques milliers d'euros. L'argent qu'ils économisaient pour les études de Léa. Margot sentit une nouvelle vague de colère monter en elle. Ce n'était plus seulement la trahison sentimentale, c'était aussi la trahison financière, l'utilisation de leur argent familial pour financer ses aventures. Je veux que tu reviennes à la maison ce soir. On va parler devant Léa. Elle a le droit de savoir. Non, Margot, s'il te plaît, ne mêle pas Léa à ça. Elle n'a pas besoin de savoir que son père est un menteur. Elle n'a pas besoin de comprendre pourquoi ses parents vont divorcer. Le mot était sorti. Divorcer. Elle ne l'avait pas prémédité, mais maintenant qu'elle l'avait prononcé, elle réalisait que c'était évident, inéluctable. Margot, ne dis pas ça. On peut s'en sortir. Je vais changer, je te le promets. Plus jamais je ne... Tes promesses ne valent rien, Julien. Elles n'ont jamais rien valu. Elle raccrocha et éteignit son téléphone. Elle avait besoin de réfléchir, de reprendre le contrôle de sa vie avant de prendre des décisions définitives. Margot passa l'après-midi à la clinique, se plongeant dans le travail pour échapper à ses pensées. Mais entre 2 consultations, les questions la rattrapaient. Comment allait-elle organiser sa nouvelle vie? Comment gérer la garde de Léa? Et surtout, comment faire face au jugement des autres quand la nouvelle se répandrait? Dans une petite commune de montagne comme la leur, les secrets ne restaient jamais longtemps cachés. Déjà, elle imaginait les ragots, les regards de pitié, les fausses consolations. Pauvre Margot, elle ne méritait pas ça. On se doutait bien que Julien était un coureur. À son âge, elle aura du mal à retrouver quelqu'un. À 42 ans, je recommence à zéro. Vers 16 heures, elle reçut un appel inattendu. Claire Moreau, sa belle-sœur, la femme du frère aîné de Julien. « Margot, il faut qu'on se parle. C'est au sujet de Julien. » Le cœur de Margot se serra. Si Claire l'appelait, c'est que l'affaire avait déjà fait le tour de la famille. « Qu'est-ce que tu sais? Peux-tu passer à la maison ce soir? Après le dîner? Il y a des choses que tu dois savoir. » « Quel genre de choses? » « Pas au téléphone. Viens vers 21 heures. Claire raccrocha, laissant Margot plus inquiète encore. Que pouvait-elle avoir à lui révéler qui ne puisse pas se dire au téléphone? Le soir venu, Margot expliqua à Léa qu'elle devait sortir pour régler des papiers administratifs. Sa fille l'observa avec cette même expression, soupçonneuse que le matin. « Maman, je ne suis plus une enfant. Tu peux me dire ce qui se passe. » « Il ne se passe rien, ma chérie. Juste de la paperasse ennuyeuse. » « Et papa? Il ne rentre toujours pas? Comment lui mentir encore? Il reste au refuge encore ce soir. Problème avec l'inspection sanitaire. » Léa secoua la tête, visiblement exaspérée par ces explications qu'elle trouvait de moins en moins crédibles. « D'accord, mais quand vous déciderez enfin à me dire la vérité, je serai là. » Cette phrase frappa Margot comme une gifle. Sa fille savait déjà que quelque chose de grave se passait. Elle ne servait à rien, ces mensonges, à part retarder l'inéluctable conversation. La maison de Claire et Michel se trouvait à 10 minutes en voiture, dans le quartier pavillonnaire de la commune. Claire ouvrit la porte avant même que Margot ait eu le temps de sonner. « Entre vite. Michel emmenait les enfants au cinéma, on sera tranquille. » Claire avait préparé du thé et des biscuits, mais l'atmosphère était tout sauf conviviale. Elle semblait nerveuse, évitant le regard de Margot. « Alors, qu'est-ce que tu avais à me dire ?» Claire prit une longue inspiration avant de commencer. « Michel m'a appelé ce matin.
Julien lui a tout raconté. Bien sûr, les frères Delacroix n'avaient jamais eu de secret l'un pour l'autre. Et alors, tu m'as fait venir pour me faire la morale, pour me dire que je devrais pardonner à ton beau-frère? Non, Margot. Au contraire, je voulais te dire que tu n'es pas la première. Margot fronça les sourcils. Comment ça? Pas la première? Sa première femme, Sylvie. Ils ont divorcé quand Julien avait 28 ans. Je sais tout ça, Claire. Il me l'avait dit dès le début de notre relation. Ils s'étaient mariés trop jeunes, ils n'étaient pas compatibles. Ce n'est pas la vraie raison de leur divorce, Margot. Un frisson parcourut l'échine de Margot. Quelle était la vraie raison? Il la trompait, systématiquement, depuis le début de leur mariage. Sylvie a tenu 3 ans avant de craquer. Le monde de Margot bascula une nouvelle fois. Julien n'était donc pas devenu infidèle par lassitude de leur couple. C'était dans sa nature profonde. Il l'avait toujours été. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que Michel m'avait fait jurer de me taire. Julien lui avait promis que c'était fini, qu'avec toi ce serait différent. Michel voulait croire que son frère avait changé. Et toi, tu y croyais? Claire baissa les yeux. Non, jamais. Mais que voulais-tu que je fasse? Te prévenir avant votre mariage que ton futur mari était un coureur? Tu m'aurais cru? Et puis, je me disais que peut-être, avec toi, avec moi, ce serait différent. Combien de femmes se sont dit la même chose? Il y a autre chose, continua Claire d'une voix de plus en plus faible. Quoi encore? Sylvie était enceinte quand ils ont divorcé. Margot sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'agrippa au bras du fauteuil. Enceinte? Elle a fait une fausse couche quelques semaines après avoir découvert sa dernière liaison. Les médecins ont dit que le choc émotionnel avait probablement déclenché. Stop. Margot avait l'impression d'étouffer. Chaque révélation était un coup de poignard supplémentaire. Il faut que tu saches, Margot. Julien a un schéma. Il ne changera jamais. Tu aurais pu me le dire plus tôt. Quand? À votre mariage? Après la naissance de Léa? Il y a un moment pour dire ces choses-là, et ce moment n'est jamais le bon. Margot se leva et commença à faire les 100 pas dans le salon. Tout s'éclairait sous un jour nouveau. Les coups de téléphone qui s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. Les week-ends où il disparaissait soi-disant pour faire de la maintenance. Les périodes où il était particulièrement attentionné avec elle, probablement pour compenser sa culpabilité. Léa, c'est quelque chose? Je ne pense pas. Du moins, pas consciemment. Mais les enfants sentent ces choses-là. C'est pour ça qu'elle me pose toutes ces questions. Il faut que j'y aille. Il faut que je rentre parler à ma fille. Margot, attends. Que vas-tu faire? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Arrêter de me mentir. Sur le chemin du retour, Margot prit une décision. Elle n'attendrait pas que Julien rentre pour avoir cette conversation avec Léa. Sa fille méritait d'apprendre la vérité de sa bouche, pas de celle de son père qui, de toute évidence, était un menteur professionnel. Elle trouva Léa dans sa chambre, en train de réviser ses cours de philosophie. Sa fille leva les yeux vers elle, et Margot vit immédiatement qu'elle avait pleuré. « Léa, qu'est-ce qui se passe? »« Maman, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Papa et toi, vous allez divorcer ?» Margot s'assit sur le bord du lit. Il n'y avait plus d'échappatoire possible. « Comment tu le sais? » J'ai appelé papa tout à l'heure pour lui demander s'il rentrait dîner. Il était bizarre au téléphone, comme s'il avait pleuré. Et puis j'ai entendu une femme parler derrière. Il a raccroché très vite. Camille était donc encore là ce matin. Ma chérie, s'il te plaît, maman, la vérité. Margot prit les mains de sa fille dans les siennes. Ton père me trompe. Depuis longtemps. Avec plusieurs femmes. Je l'ai découvert hier soir. Léa ne sembla pas surprise. Elle hocha lentement la tête, comme si cette révélation confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Depuis quand tu le sais? Je ne le savais pas, mais je le sentais. Ces derniers mois, il était différent, plus absent. Et toi aussi, tu étais différente, plus triste. Ma fille a tout vu, tout senti. Je suis désolé, Léa. J'aurais dit... Non, maman, tu n'as rien à te reprocher. Papa, oui, mais pas toi. Elles restèrent silencieuses un moment, main dans la main. Puis Léa posa la question que Margot redoutait. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas encore, ma chérie. Mais quoi qu'il arrive, toi et moi, on s'en sortira. Ensemble. À cet instant précis, Margot entendit la voiture de Julien dans l'allée.
Il rentrait enfin, probablement pour tenter de sauver les meubles. Mais il était trop tard. Le mal était fait, et cette fois, il était irréparable. Léa serra plus fort la main de sa mère. « Maman, tu vas lui dire qu'on sait ?»« Oui, ma chérie. Il est temps que les mensonges s'arrêtent. » La porte d'entrée claqua en bas. Julien était de retour, mais dans une maison où il n'était déjà plus le bienvenu. Chapitre 3. Quand les masques tombent, les vraies personnalités se révèlent. Avez-vous déjà assisté à la mort lente d'un mensonge? Margot descendit l'escalier avec Léa, et chacun de leurs pas résonnait comme un glas dans la maison silencieuse. En bas, Julien s'affairait dans la cuisine, sortant des casseroles comme s'il s'apprêtait à préparer un dîner familial ordinaire. Cette normalité feinte après ce qui s'était passé la nuit précédente donnait à la scène un aspect surréaliste. Comment peut-il faire semblant que rien ne s'est passé? « Ah, vous voilà !» dit Julien en se tournant vers elle avec un sourire forcé. « J'ai pensé qu'on pourrait se faire une bonne pasta ce soir. Léa, va chercher le parmesan dans le frigo. » Sa voix était trop enjouée, trop haute, comme celle d'un acteur qui surjoue son rôle. Margot observa sa fille, qui restait immobile au pied de l'escalier, le regard dur fixé sur son père. « Léa, le parmesan ?» Elle sait, Julien. Les mots sortirent de la bouche de Margot avec une simplicité brutale. Julien se figea, une cuillère en bois à la main, ses yeux passant de sa femme à sa fille. « Elle sait quoi? Ne fais pas semblant. Elle sait que tu me trompes, que tu nous trompes toutes les deux depuis des années. » Le masque de Julien tomba d'un coup. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Margot le vit véritablement vulnérable. Mais cette vulnérabilité ne suscitait plus chez elle ni pitié ni envie de le consoler. Seulement de la colère. « Léa, ma chérie, je peux t'expliquer? »« M'expliquer quoi, papa ?» La voix de Léa était glaciale. À 16 ans, elle avait cette capacité propre aux adolescents de passer du statut d'enfant à celui d'adulte désabusé en l'espace de quelques heures. « Comment tu expliques que maman pleure depuis ce matin? Comment tu expliques que tu mens à ta famille depuis 3 ans? » 3 ans. Léa a retenu le chiffre. Julien s'approcha de sa fille, mais celle-ci recula d'un pas, maintenant une distance physique qui en disait long sur l'état de leur relation. « Je n'ai jamais voulu vous faire du mal, ni à ta mère ni à toi. C'est compliqué, entre adultes. Compliqué ?» Léa éclata d'un rire amer qui ressemblait étrangement à celui de sa mère la nuit précédente. « Tu appelles ça compliqué de baiser avec d'autres femmes pendant que maman travaille pour nous faire vivre? » Léa. « Quoi, papa? Tu préférerais que je dise faire l'amour? C'est plus joli, c'est ça? Plus romantique? » Margot regardait sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Léa faisait preuve d'une maturité impressionnante, mais cette maturité forcée lui faisait perdre une partie de son innocence. « Ma chérie, calme-toi, » intervint Margot. « Non, maman, pourquoi je me calmerais? Pourquoi on devrait tous faire semblant que c'est normal? Papa a détruit notre famille, et on devrait rester poli? » Julien tenta une nouvelle approche, utilisant ce ton paternel qu'il avait toujours employé pour expliquer les choses compliquées à sa fille. « Léa, écoute-moi. Ce qui s'est passé entre ta mère et moi, ça ne change rien à l'amour que j'ai pour toi. Tu es ma fille, tu le resteras toujours. » L'amour? Léa secoua la tête. « Tu parles d'amour? Si tu nous aimais vraiment, maman et moi, tu n'aurais jamais fait ça. Ce n'est pas si simple. Si, papa, c'est exactement aussi simple. Quand on aime quelqu'un, on ne lui ment pas, on ne le trahit pas, on ne lui fait pas de mal volontairement. Ma fille de 16 ans comprend des choses que son père de 45 ans refuse d'admettre. » Julien changea de tactique. Margot le vit passer du père aimant au mari repentant, ajustant son discours en temps réel selon son auditoire. « Margot, on peut s'en sortir. J'ai fait des erreurs, je le reconnais. Mais notre famille... » Margot s'approcha de lui et il recula instinctivement. « Tu y pensais, à notre famille, quand tu couchais avec tes touristes. Tu pensais à Léa quand tu utilisais l'argent de ses études pour payer des hôtels? » « Quoi ?» Léa se tourna vers son père, les yeux écarquillés. « Tu as utilisé l'argent de mes études ?» Julien ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. « Ce n'était que temporaire. Je comptais le rembourser. »« Combien ?» La voix de Léa était devenue dangereusement calme. « Léa, ce ne sont pas tes affaires? Combien ?» Margot n'avait jamais entendu sa fille crier de cette façon. Julien tressaillit. « Quelques milliers d'euros. Pas plus. »« Quelques milliers d'euros » répéta Léa lentement.
L'argent que maman et toi vous mettiez de côté depuis que j'ai 10 ans pour que je puisse faire des études de médecine. Tu l'as claqué avec tes maîtresses. » Le silence qui suivit était assourdissant. Margot voyait Julien chercher désespérément les mots qui pourraient réparer l'irréparable, mais ils n'existaient pas. « Je vais le rembourser, » promit-il finalement. Avec quel argent? Margot connaissait parfaitement leur situation financière. Le refuge est en déficit depuis 2 ans. Tu n'as même pas de quoi payer les salaires du mois prochain. Je trouverai. Je vendrai ma moto, mes équipements de montagne. Ta moto vaut 3000 € d'occasion. Julien, tes équipements peut-être 1000. Tu as dépensé combien exactement avec toutes ces femmes? Il ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Léa se dirigea vers l'escalier. Où tu vas? Demanda Julien. Dans ma chambre. Je n'ai plus rien à te dire. Léa, attends. Non, papa. Plus jamais tu ne me diras d'attendre. Plus jamais tu ne me mentiras. Plus jamais tu ne feras semblant d'être un père aimant qui pense à ma mère et à moi. Elle monta les marches 4 à 4 et claqua la porte de sa chambre. Le bruit résonna dans toute la maison comme un coup de tonnerre. Margot et Julien se retrouvèrent seuls dans la cuisine. Lui, debout près des casseroles qu'il n'utiliserait jamais. Elle, adossée au comptoir, les bras croisés. « Bravo, dit-elle. Tu as réussi à perdre ta fille en une soirée. Elle est en colère, c'est normal. Ça passera. Tu crois vraiment ça? Tu crois que Léa va oublier? Tu crois qu'elle va te pardonner d'avoir utilisé l'argent de son avenir pour financer tes aventures? J'ai dit que je rembourserais. » Avec quoi, Julien? Tu vis dans quel monde? Pour la première fois, elle vit de la panique genuine dans ses yeux. La réalité commençait peut-être enfin à le rattraper. Le refuge va s'en sortir. La saison d'hiver sera bonne, j'en suis sûr. Les réservations commencent là. Le refuge va fermer. Julien, tu le sais aussi bien que moi. Non, non, il ne fermera pas. J'y ai consacré ma vie. Ta vie? Ou tes mensonges? Parce qu'apparemment, tu consacrais surtout du temps à tes conquêtes. Il s'effondra sur une chaise, la tête dans les mains. Margot, aide-moi. S'il te plaît, je sais que j'ai merdé, mais on peut s'en sortir. Ensemble. Elle l'observa un long moment. Cet homme en face d'elle, elle avait cru le connaître par cœur. Elle avait cru pouvoir lui faire confiance les yeux fermés. Et maintenant, elle découvrait qu'elle avait vécu 20 ans avec un étranger. Tu veux que je t'aide? Vraiment? Oui. Alors réponds-moi franchement. Pour une fois. Depuis combien de temps exactement tu me trompes? Il releva la tête, et elle vit dans ses yeux qu'il calculait encore, qu'il pesait le pour et le contre de chaque aveu. Julien, c'est fini les mensonges. Dis-moi la vérité. Depuis le début? Presque. Depuis le début. Le début de quoi? De notre mariage? Non. Mais, peu après la naissance de Léa. Margot sentit ses jambes se dérober. Léa avait 16 ans. Cela faisait donc 16 ans qu'il la trompait. Tu me trompes depuis que notre fille a 1 an? Ce n'était pas, au début, c'était juste. Juste quoi? Tu étais fatigué avec le bébé. Tu n'avais plus de temps pour moi. Et moi, je me sentais exclu. Il rejette la faute sur moi. Bien sûr. Alors tu es allé voir ailleurs. Ce n'était pas prémédité. La première fois, c'était avec une cliente du refuge. Une randonneuse allemande. Elle était seule, elle s'ennuyait, et tu l'as consolée. Quel gentleman! Margot, ne sois pas cynique. Cynique? Moi, je suis cynique? Tu me trompes depuis 16 ans. Tu utilises l'argent de notre fille. Tu mens à ta famille tous les jours, et c'est moi qui suis cynique? Je ne voulais pas que ça devienne une habitude. Mais après, c'était comme si j'avais franchi une ligne. Et franchir les suivantes devenait de plus en plus facile. La vérité, enfin. Combien de femmes, Julien, au total? Il ferma les yeux. Je ne sais pas. Je n'ai jamais compté. Alors compte maintenant. Margot? Compte. Une trentaine, peut-être. 30 femmes. En 16 ans. Presque 2 par an. Margot eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Une trentaine, répéta-t-elle faiblement. Certaines, c'était juste une nuit. D'autres, comme Camille, tu leur racontais que tu étais divorcé. Je ne voulais pas les blesser. Les blesser? Mais nous, tu pouvais nous blesser. Léa et moi, vous, c'était différent. Vous, c'était ma vraie vie. Elle, c'était quoi?
Du divertissement. Du divertissement. Voilà ce qu'était devenu notre mariage pour lui, quelque chose d'assez ennuyeux pour qu'il ait besoin de se divertir ailleurs. Tu n'as jamais pensé à nous quitter, officiellement, au lieu de mener cette double vie? Jamais. Margot, il faut que tu comprennes, je vous aime, Léa et toi. Ces autres femmes, ça n'avait rien à voir avec vous. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu prétendre nous aimer en nous mentant depuis 16 ans? Parce que c'est la vérité. Je vous aime, mais j'avais aussi besoin de... De quoi? De me sentir vivant, de me sentir désiré, d'avoir l'impression d'exister pour quelqu'un d'autre que comme un mari et un père. Il nous reproche d'exister. Il nous reproche d'être sa famille. Tu regrettes de nous avoir épousés? Non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Explique-moi, Julien, parce que je ne comprends plus rien. Il se leva et commença à faire les 100 pas dans la cuisine, cherchant visiblement ses mots. Tu veux savoir la vérité? Toute la vérité? Oui. J'ai eu peur. Peur de devenir comme mon père. Margot fronça les sourcils. Le père de Julien était mort quand ce dernier avait 20 ans. Un homme discret, effacé, qui s'était contenté de travailler et de rentrer chez lui tous les soirs sans jamais rien demander de plus à la vie. Ton père était un homme bien? Mon père était un homme mort? Margot. Mort d'ennui. Il s'est marié à 22 ans. Il a eu 2 enfants. Et après ça, il n'a plus jamais rien fait d'autre que subir sa vie. Il n'a jamais voyagé, jamais pris de risques, jamais vécu d'aventure. Et nous, on représentait ça pour toi? L'ennui? Non. Vous représentiez la stabilité, la sécurité. Mais j'avais besoin d'autres choses aussi. D'aventure, d'imprévu, de passion, de me sentir encore capable de séduire. Voilà le fond du problème. Son ego. Alors tu as décidé de tout avoir. La famille stable d'un côté, les aventures de l'autre. Je pensais que je pouvais compartimenter, que vous ne sauriez jamais, que personne ne souffrirait. Et ça a marché pendant 16 ans. Oui. Jusqu'à hier soir? Jusqu'à hier soir? Ils restèrent silencieux un moment. Dehors, la nuit était tombée et la neige continuait de tomber en gros flocons paresseux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Julien. Maintenant? Maintenant? Tu pars? Margot? Tu prends tes affaires et tu pars. Ce soir? Et Léa? Léa, c'est mon problème. Tu l'as perdue, Julien. Pour le moment, en tout cas. Je peux aller où? Le refuge est fermé pour l'hiver? Chez ton frère, dans un hôtel. Je m'en fiche. Mais tu ne dors plus ici. Pour combien de temps? Margot le regarda droit dans les yeux. Je ne sais pas, Julien. Peut-être pour toujours. Il monta à faire ses bagages en silence. Margot l'entendit aller et venir dans leur chambre, ouvrir et fermer des tiroirs. Puis il s'arrêta devant la chambre de Léa et frappa doucement. « Léa, papa va partir quelques jours. Tu veux bien me dire au revoir? » Pas de réponse. « Léa, va-t'en, papa. » Julien redescendit avec un sac de voyage. Il s'arrêta devant Margot, visiblement espérant un geste, un mot qui pourrait le rassurer sur l'avenir. « Margot, au revoir, Julien. » Il prit ses clés et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il se retourna une dernière fois. « Je vous aime. Vous le savez, n'est-ce pas? » Margot ne répondit pas. Après son départ, elle monta voir Léa. Sa fille était assise sur son lit, l'ordinateur portable sur les genoux. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je regarde les prêts d'étudiants. Pour mes études de médecine. Puisqu'on n'a plus l'argent que papa avait promis. 16 ans, et elle doit déjà se préoccuper de financer son avenir. Léa, on trouvera une solution. Oui, maman, on trouvera. Toutes les deux. Sans lui. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Margot dormit seule dans son lit. Et malgré la douleur, malgré l'incertitude, elle se sentit étrangement libre. Mais elle ne savait pas encore que les révélations de cette soirée n'étaient que le début de ses découvertes sur l'homme qu'elle avait épousé. Chapitre 4. Quand on fouille dans les ruines, on trouve parfois des secrets enterrés depuis longtemps. Que trouve-t-on quand on commence vraiment à chercher la vérité? Margot découvrit que vivre sans Julien était à la fois plus facile et plus terrifiante qu'elle ne l'avait imaginé. Plus facile parce qu'elle n'avait plus à faire semblant, à interpréter ses silences, à excuser ses retards. Plus terrifiante parce que chaque tiroir qu'elle ouvrait, chaque papier qu'elle trouvait, révélait de nouveaux mensonges. Cela faisait 3 jours que Julien était parti s'installer chez son frère Michel.
3 jours pendant lesquels Margot avait méthodiquement fouillé leur maison, cherchant des indices qu'elle avait ignorés pendant des années. Et ce qu'elle découvrait dépassait ses pires craintes. Comment ai-je pu vivre avec un inconnu pendant 20 ans? Ce matin-là, en ouvrant le tiroir du bureau de Julien pour chercher les papiers d'assurance de la voiture, elle était tombée sur une boîte en métal cachée tout au fond, derrière les dossiers administratifs. À l'intérieur, des dizaines de cartes de visite de restaurants, d'hôtels, de bars, tout situés dans différentes villes de la région. Au dos de certaines, des numéros de téléphone griffonnés à la hâte, parfois accompagnés d'un prénom féminin. Sandra, Toulouse, très chaude Marie. Pau, refaire sa bientôt Nathalie. Lourdes, week-end possible. Margot avait eu la nausée en lisant ces petits mots. Non pas à cause de leur contenu explicite, mais à cause de leur aspect méthodique. Julien collectionnait ses conquêtes comme d'autres collectionnent les timbres. Mais le pire restait à venir. Au fond de la boîte, elle avait trouvé un carnet de cuir rouge. En l'ouvrant, elle avait découvert que Julien tenait une sorte de journal de ses aventures. Date, lieu, nom, parfois même des appréciations notées comme s'il s'agissait de restaurants à évaluer. 15 mars 2019, Sylvie, 34 ans, divorcée, hôtel des Pyrénées. Bagnères, très entreprenante, mais trop bavard 22 mai 2019, Carmen, 28 ans, célibataire, chez elle, Tarbes, expérimentée. À revoir 8 juillet 2019, Océane, 25 ans, étudiante, camping des Trois-Vallées. Première fois, très mignonne. Il y en avait des dizaines. Des pages et des pages de liaisons soigneusement répertoriées, comme un chasseur qui tiendrait le compte de ses trophées. Comment peut-on être aussi méthodique dans la trahison? Margot était restée assise dans le bureau pendant plus d'1 heure, parcourant ce catalogue de l'infidélité. Chaque ligne lui donnait l'impression de découvrir un peu plus l'étranger qu'elle avait épousé. Le téléphone sonna, la sortant brutalement de sa lecture. C'était Sophie, son assistante à la clinique. Docteur Delacroix, il y a une femme qui vous demande. Elle dit que c'est personnel. Elle s'appelle Camille Rousseau. Camille, la dernière en date. Passez-la-moi. La voix qui lui parvint était jeune, tremblante, visiblement très émue. Madame Delacroix, je suis Camille, celle que vous avez vue l'autre soir au refuge. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on se parle. Il y a des choses que vous devez savoir sur Julien. Des choses importantes. Margot hésita. Avait-elle vraiment envie d'entendre les confidences de la maîtresse de son mari? Je ne vois pas ce que vous pourriez m'apprendre que je ne sache déjà. Détrompez-vous. Julien vous a menti sur beaucoup de choses. Mais il m'a menti à moi aussi. Et je pense que nous avons le droit de connaître la vérité, toutes les deux. Il y avait quelque chose dans sa voix qui intrigua Margot. Une détresse qui allait au-delà de la simple rupture amoureuse. Où voulez-vous qu'on se rencontre? Pas dans la vallée. Trop de gens nous connaissent. Il y a un café sur l'autoroute, aire de repos de Montrégeau. Vous pouvez y être dans 1 heure? Margot regarda l'horloge. Léa ne rentrerait du lycée qu'à 18 heures. Elle avait le temps. J'y serai. Pendant le trajet, elle ne cessait de se demander ce que Camille pouvait bien vouloir lui révéler. Quel nouveau secret allait-elle découvrir sur l'homme qu'elle croyait connaître? Le café de l'aire de repos était presque désert à 7 heures de l'après-midi. Margot reconnut immédiatement Camille, assise à une table près de la fenêtre. De jour, elle paraissait encore plus jeune que dans la pénombre du refuge. 28 ans tout au plus, avec ce visage rond et ses grands yeux qui lui donnaient un air de gamine perdue. « Merci d'être venue », dit Camille en se levant. Elles se serrèrent la main, geste d'une politesse presque surréaliste compte tenu des circonstances. Camille avait commandé 2 cafés, anticipant l'arrivée de Margot. « Alors » dit Margot en s'asseyant. « Qu'est-ce que vous avez de si important à me dire ?»« D'abord, je veux que vous sachiez que je suis désolé. Vraiment désolé. Si j'avais su qu'il était encore marié... » Mais vous ne l'avez pas su. Il vous a raconté qu'il était divorcé. Exactement. Et j'ai été assez naïve pour le croire. Camille sortit son téléphone et fit défiler plusieurs photos avant de le tendre à Margot. Regardez ça. Sur l'écran, Margot vit des photos de Julien et Camille ensemble. Ils souriaient, enlacés, dans des endroits qu'elle ne reconnaissait pas. Toulouse, Paris, Bordeaux, commenta Camille. Il m'emmenait partout. Il disait qu'il voulait me faire découvrir la région. Avec quel argent? Notre argent. Quand avez-vous commencé à douter? Il y a 15 jours. On était à Toulouse, dans un restaurant. Il avait laissé son téléphone sur la table le temps d'aller aux toilettes. Il a reçu un message de vous. N'oublie pas de prendre du pain en rentrant. Léa invite une amie à dîner ce soir. Margot se souvenait de ce message. C'était un mercredi soir,
Léa voulait faire réviser une camarade de classe. J'ai d'abord pensé que c'était votre ex-femme, que vous aviez gardé de bonnes relations pour votre fille. Mais quelque chose me gênait dans le ton du message. C'était trop familier, trop intime. Qu'avez-vous fait? J'ai commencé à enquêter, discrètement. Camille sortit une chemise de son sac et l'ouvrit devant Margot. À l'intérieur, des documents imprimés, des photos, des notes manuscrites. Vous avez enquêté sur nous? Sur lui, sur ses mensonges. Et j'ai découvert des choses que vous ne savez peut-être pas. Margot parcourut les documents. Des relevés bancaires photocopiés, des factures d'hôtel, des reçus de restaurant. Comment avez-vous eu accès à ça? J'ai mes méthodes. Je suis comptable, j'ai l'habitude de traquer les incohérences financières. Et Julien laisse des traces partout. Une comptable, bien sûr. Ça explique la méticulosité de son dossier. Regardez ça, dit Camille en pointant une série de relevés. Ces prélèvements réguliers sur votre compte joint. 500 € par mois, tous les 15, depuis 2 ans. Margot examina les documents. Effectivement, ces prélèvements existaient, mais ils étaient libellés entretien refuge matériel. Il me disait qu'il fallait renouveler l'équipement de sécurité. L'équipement de sécurité? Camille ricana amèrement. Regardez à quoi correspond cette somme. Elle sortit d'autres documents, des factures d'hôtel, de restaurants, de boutiques de lingerie. 500 € par mois, c'est exactement son budget loisir. Pour nous emmener dîner, nous offrir des cadeaux, louer des chambres d'hôtel. Mon propre argent. Il utilisait mon propre argent pour me tromper. Il y a autre chose, continua Camille. Elle sortit une nouvelle série de documents. Vous savez qu'il a contracté un prêt de 30 000 € l'année dernière? Quoi? Non, c'est impossible. Tous nos emprunts sont sur des comptes joints. Il ne peut pas? Si. Regardez. Margot examina le contrat de prêt. La signature de Julien était bien là, avec ses coordonnées personnelles. Mais comment a-t-il pu faire ça sans que je sois au courant? Prêt personnel, sur ses seuls revenus. Il gagne suffisamment avec le refuge pour justifier cette somme aux yeux de la banque. À quoi a servi cet argent? Camille sortit un dernier document, un relevé de compte personnel de Julien que Margot n'avait jamais vu. Voyage, restaurant, cadeau. Et regardez ça, 8 000 € versés à une agence de voyage en février dernier. Margot se souvenait de février. Julien était parti une semaine, soi-disant pour une formation sur les nouvelles normes de sécurité en montagne. Il était avec qui? Avec moi, aux Canaries. Il m'avait dit que c'était un voyage d'affaires et qu'il m'emmenait parce qu'il ne supportait plus d'être séparé de moi. Aux Canaries, pendant que moi je travaillais 60 heures par semaine pour maintenir la clinique à flot. Il vous a dit qu'il m'aimait? Camille baissa les yeux. Tout le temps. Il disait que vous étiez la femme de sa vie, mais que vous aviez grandi ensemble et que c'était devenu fraternel entre vous. Qu'il ne pouvait pas vous quitter parce que vous ne vous en sortiriez pas financièrement sans lui. Bien sûr. Je suis la pauvre femme abandonnée qui ne peut pas quitter par bonté d'âme. Et il vous promettait quoi? Qu'on vivrait ensemble un jour. Quand Léa serait majeure. Il disait qu'il ne voulait pas perturber sa scolarité. Dans 2 ans, donc? Oui. Et en attendant, il me louait un appartement à Toulouse. 800 € par mois qu'il payait cash. 800 € par mois en plus du reste. Combien lui coûtait sa double vie? Camille, pourquoi vous me dites tout ça? Parce que j'ai compris que j'étais une idiote. Et que vous aussi, vous méritez de savoir à qui vous avez affaire. Vous l'aimiez? Camille fut incapable de retenir ses larmes. Oui, je l'aimais vraiment. Je croyais qu'on allait construire quelque chose ensemble. J'ai même refusé des offres d'emploi pour rester près de lui. Une autre vie détruite par les mensonges de Julien. Et maintenant, je retourne à Lyon, chez mes parents. Le temps de me reconstruire. Elles restèrent silencieuses un moment, 2 femmes liées par la trahison du même homme. Il y a encore autre chose, dit finalement Camille. Quelque chose que j'ai découvert hier. Elle sortit une dernière photo de son téléphone. Une jeune femme brune, souriante, dans les bras de Julien. Qui c'est? Elle s'appelle Laura. Elle a 24 ans. Elle travaille dans une agence de voyage à Pau. Margot sentit son estomac se nouer. Il la voit en ce moment? Je les ai vus ensemble hier soir, dans un restaurant de Pau. 3 jours. Il a fallu 3 jours à Julien pour se trouver une nouvelle conquête. Comment vous l'avez su? J'ai suivi Julien. Je voulais lui parler, clarifier les choses. Mais quand je l'ai vu avec elle, il lui raconte quoi? À celle-là,
Qu'il est veuf? Sûrement. Ou divorcé depuis longtemps. Vous savez, il a un don pour adapter son histoire selon les femmes. Avec moi, il était le mari malheureux d'une épouse frigide. Avec d'autres, c'était le père célibataire qui élevait seul sa fille. Frigide. Il me faisait passer pour frigide. Margot eut soudain l'impression d'étouffer. Elle se leva et sortit du café, Camille sur ses talons. Dehors, l'air froid de décembre lui fit du bien. Ça va? Non, ça ne va pas. Rien ne va. J'ai l'impression de découvrir que ma vie entière n'était qu'une farce. Qu'est-ce que vous allez faire? Divorcer. Évidemment. Mais d'abord, il faut que je protège Léa. Et mes finances. Si Julien a contracté d'autres prêts que j'ignore, vérifiez tous vos comptes. Demandez un relevé de situation dans toutes les banques de la région. Il faut que vous sachiez exactement où vous en êtes financièrement. Une comptable qui me donne des conseils pour me protéger de mon propre mari. L'ironie de la situation. Merci, Camille. Je sais que ce n'était pas facile pour vous. On est dans le même bateau, Madame Delacroix. Julien nous a trahis toutes les deux. Sur le parking, avant de remonter dans leurs voitures respectives, Camille se tourna une dernière fois vers Margot. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Quoi? Comment peut-on mentir avec une telle facilité? Comment peut-on regarder quelqu'un qu'on prétend aimer et lui mentir tous les jours en souriant? Margot n'avait pas de réponse à cette question. Elle aussi se la posait depuis 3 jours. Le trajet de retour se fit dans un brouillard d'émotions contradictoires. Colère, tristesse, mais aussi, étrangement, une forme de soulagement. Chaque révélation, aussi douloureuse soit-elle, lui donnait une image plus claire de l'homme qu'elle avait épousé. Et plus cette image se précisait, plus elle comprenait qu'elle avait pris la bonne décision en le chassant de la maison. En rentrant, elle trouva Léa en train de faire ses devoirs dans la cuisine. Alors, demanda à sa fille sans lever les yeux de son livre. « Papa a appelé? »« Non. Et toi? Il t'a contacté? » »« Il a essayé. J'ai raccroché. » Margot s'assit en face de sa fille. Il fallait qu'elle lui parle des découvertes de la journée. Mais comment annoncer à une adolescente que son père était encore pire qu'elle ne l'avait cru? « Léa, il faut qu'on parle. » Sa fille releva enfin la tête, et Margot vit dans ses yeux une maturité qui n'y était pas quelques jours plus tôt. « Qu'est-ce que tu as découvert d'autre sur papa? » Elle sait déjà qu'il y a autre chose. Comment tu peux être aussi certaine que... Maman, j'ai 16 ans, pas 6. Papa ne peut pas mentir pendant 3 jours et dire la vérité au bout de 3 jours. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il cache d'autre? Margot lui raconta tout. Les prêts cachés, l'appartement de Camille, la nouvelle petite amie. Léa écouta sans l'interrompre, son visage se fermant progressivement. L'argent de mes études, il a vraiment dépensé? Tout? Je ne sais pas encore. Il faut que je vérifie tous nos comptes. Et si on n'a plus rien, on s'en sortira, ma chérie. Je te le promets. Maman? Oui? Je ne veux plus le voir. Plus jamais. Cette déclaration, prononcée avec un calme terrifiant, brisa le cœur de Margot. Mais elle ne pouvait pas reprocher à sa fille cette réaction. Julien avait détruit la confiance de Léa aussi sûrement qu'il avait détruit la sienne. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Margot réfléchit à la suite des événements. Elle devait voir un avocat, faire le point sur ses finances, protéger l'avenir de Léa. Mais surtout, elle devait découvrir s'il y avait d'autres secrets, d'autres mensonges, d'autres dont elle n'avait pas encore connaissance. Car une chose était sûre, après 20 ans de mensonges, Julien n'avait sûrement pas tout révélé. Et Margot avait bien l'intention de découvrir toute la vérité, même si elle devait y laisser des plumes. Chapitre 5. Quand les conséquences rattrapent enfin les mensonges, la chute est vertigineuse. Connaissez-vous cette sensation de voir sa vie s'effriter morceau par morceau, comme un château de sable sous la marée? Margot découvrit que divorcer d'un menteur professionnel était infiniment plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Une semaine après avoir chassé Julien de la maison, elle était assise dans le bureau de Maître Fournier, l'avocat le plus réputé de la région, et les nouvelles qu'il lui annonçait étaient catastrophiques. Comment ai-je pu être aussi naïve? Madame Delacroix, dit l'avocat en refermant le dossier qu'il venait de consulter, votre situation financière préoccupante. Maître Fournier était un homme de 60 ans, aux cheveux gris impeccablement coiffés, qui avait la réputation de ne jamais mâcher ses mots. Margot l'avait choisi précisément pour cette raison. Elle voulait connaître la vérité, toute la vérité, aussi brutale soit-elle. Préoccupante comment? Votre mari a contracté non pas 1, mais 4 emprunts personnels sur les 3 dernières années. Le total s'élève à 87 000 €. Margot sentit le sol se dérober sous elle.
Camille n'avait eu connaissance que d'un seul prêt. 87 000 euros? Mais comment est-ce possible? Prêt à la consommation, crédit revolving, découvert autorisé. Votre mari a utilisé tous les moyens à sa disposition. Et comme vous étiez marié sous le régime de la communauté de biens, ces dettes m'engagent aussi. Exactement. En cas de divorce, vous serez responsable de la moitié de ces dettes, soit environ 43 500 euros. 43 000 euros de dettes pour financer les aventures de mon mari. Et nos actifs, la maison, la clinique vétérinaire, votre maison est hypothéquée. Le crédit immobilier qui vous reste à payer s'élève encore à 95 000 euros. Quant à votre clinique, elle a de la valeur, certes, mais il faudra faire expertiser pour déterminer le montant exact. Et le refuge de Julien? L'avocat consulta ses notes. Le refuge appartient officiellement à une SCI dont votre mari est le gérant. Mais cette société affiche des pertes depuis 3 ans. Elle n'a pratiquement aucune valeur marchande. Comment ça, des pertes? Le refuge fonctionne bien? Selon les déclarations fiscales, non. Votre mari a déclaré des déficits importants, probablement pour réduire ses impôts. Encore des mensonges. Même à moi, il mentait sur la rentabilité de son entreprise. Maître Fournier, soyons clairs. Si je divorce maintenant, quelle sera ma situation financière? L'avocat prit le temps de faire ses calculs. Dans le meilleur des cas, en vendant la maison et en partageant les dettes, il vous restera à votre clinique et environ 15 000 euros de dettes personnelles à rembourser. Dans le pire des cas, si la clinique vaut moins que prévu, vous pourriez vous retrouver avec 30 à 40 000 euros de dettes. 20 ans de mariage, et je finis endetté. Et pour la garde de Léa, votre fille a 16 ans, elle aura son mot à dire. Si elle souhaite vivre avec vous exclusivement, et compte tenu du comportement de son père, il y a de fortes chances pour que vous obteniez la garde principale. Et la pension alimentaire? Là, c'est plus compliqué. Les revenus officiels de votre mari sont faibles à cause des déficits du refuge. Il risque de ne pouvoir verser qu'une pension symbolique. Margot sortit du cabinet d'avocat avec l'impression d'avoir reçu un coup de massue. Non seulement Julien avait détruit leur famille, mais il avait aussi ruiné leur avenir financier. Et le plus révoltant, c'est qu'il avait probablement tout planifié. Il a organisé sa fuite. Il a transféré les dettes sur moi et gardé les liquidités pour lui. En rentrant chez elle, elle trouva Léa dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Sa fille avait pris cette habitude depuis le départ de Julien, comme si elle voulait compenser son absence. Alors, demanda Léa sans se retourner. Combien on lui doit? Margot s'assit lourdement sur une chaise. Comment tu peux savoir que... Maman, papa n'a pas pu mentir pendant 20 ans sans laisser de traces. Et ces traces, maintenant qu'on cherche, on les trouve partout. Alors, combien? 43 000 euros. Léa se figea, une casserole à la main. 43 000 euros. C'est ma part des dettes qu'il a contractées. Et nos économies? Envolées. Léa posa la casserole et vint s'asseoir en face de sa mère. Mes études de médecine? On trouvera une solution. Ma chérie, des prêts étudiants, des bourses? Maman, des études de médecine, c'est 10 ans minimum. Avec les spécialisations, les stages, tu ne peux pas t'endetter sur 10 ans pour mes études. Ma fille de 16 ans renonce déjà à ses rêves à cause de son père. Léa, écoute-moi, je ne laisserai pas les mensonges de ton père détruire ton avenir. Et comment tu vas faire? En travaillant 80 heures par semaine? En hypothéquant la clinique? Margot n'avait pas de réponse. Elle qui avait toujours tout contrôlé dans sa vie se retrouvait complètement démunie face à l'ampleur des dégâts. Le téléphone sonna. Julien, ne réponds pas, dit Léa. Il faut bien qu'on lui parle à un moment donné. Pas maintenant, pas tant qu'on ne saura pas tout. Ma fille a raison. Je ne suis pas prête à la frotter. Margot laissa sonner. Julien rappela 3 fois, puis envoya un message. Margot, il faut absolument qu'on se parle. C'est urgent. Urgent pour lui, sûrement. Il a dû comprendre que je découvrais ses magouilles. Le lendemain matin, Margot fut réveillée par la sonnette. Il était 7 heures, elle venait à peine de se lever. En ouvrant, elle trouva un homme en costume qu'elle ne connaissait pas. Madame Delacroix, huissier de justice. J'ai un commandement à vous remettre. Un commandement de payer. La banque réclamait 12 000 euros d'impayés sur l'un des prêts contractés par Julien. Mais c'est impossible. Nos échéances sont prélevées automatiquement. Visiblement, le prélèvement du mois dernier a été rejeté. Insuffisance de provision. Julien a vidé les comptes avant de partir.
Après le départ de l'huissier, Margot appela immédiatement sa banque. Le conseiller qu'elle eut en ligne confirma ses craintes. « Madame Delacroix, votre compte joint affiche un solde négatif de 8 500 €. Votre mari a effectué plusieurs retraits importants la semaine dernière. » « Quel retrait ?» 5 000 € en liquide lundi, 3 000 € mardi et 2 500 € mercredi. Il a vidé les comptes, systématiquement. Et vous ne m'avez pas prévenu ? Ces retraits ont été effectués par un cotitulaire du compte. Nous n'avions pas à vous alerter. Margot raccrocha, les mains tremblantes. Julien avait tout prévu. Il était parti avec l'argent liquide et lui laissait les dettes. Elle composa le numéro de Michel, le frère de Julien. « Michel, c'est Margot. Il faut que je parle à Julien. Immédiatement. »« Margot, il n'est plus chez nous. »« Comment ça, plus chez vous ?»« Il est parti hier matin. Il a dit qu'il avait trouvé quelque chose de temporaire. »« Où ? » ?»« Je ne sais pas. Il n'a pas voulu nous le dire. Il s'est volatilisé. Avec l'argent. Michel, votre frère a vidé nos comptes avant de partir. Il me laisse 43 000 € de dettes et disparaît dans la nature. » Un long silence. Margot, je ne savais pas. Vous saviez qu'il me trompait depuis des années et vous n'avez rien dit. Alors maintenant, vous allez m'aider à le retrouver. Je vais essayer. Mais Margot... Quoi ? Je pense qu'il est parti loin. Très loin. Cette conversation confirma les pires craintes de Margot. Julien n'avait pas l'intention de rester dans la région pour assumer les conséquences de ses actes. Il avait fui, comme un lâche. Dans l'après-midi, elle reçut la visite inattendue du maire de la commune, M. Bertrand. « Madame Delacroix, je suis navré de vous déranger en ces circonstances difficiles, mais il faut qu'on parle du refuge. » « Le refuge ? Votre mari devait nous remettre un rapport sur les travaux de mise aux normes avant la fin du mois. Ces travaux sont obligatoires pour le renouvellement de l'autorisation d'exploiter. Et alors ? Alors, il a disparu sans rien nous donner. Et les travaux, eh bien, ils n'ont jamais été faits. » Margot sentit sa gorge se serrer. Qu'est-ce que ça signifie ? Que le refuge va perdre son autorisation d'exploiter. Il devra fermer définitivement au printemps prochain. Le refuge va fermer. Julien le savait. « Monsieur le maire, mon mari nous a caché beaucoup de choses. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres problèmes ? » Eh bien, il y a les impôts locaux, 3 ans d'impayés, et les cotisations sociales de ses employés. L'URSSF réclame 15 000 €. 15 000 € de cotisations impayées. Ses employés travaillaient au noir. Et qui est responsable de ces dettes ? La SCI. Mais comme votre mari en était le gérant, je risque d'être poursuivi. Si vous êtes associé de la SCI, oui. Margot rentra chez elle complètement abattue. Non seulement Julien avait détruit leur famille, mais il avait aussi ruiné leur avenir financier et celui de leur fille. Et maintenant, il avait disparu, la laissant seule face aux créanciers. Le soir, Léa la trouva assise dans la cuisine, la tête dans les mains. « Maman, ça va ? » ?»« Non, ma chérie, ça ne va pas du tout. » Margot lui raconta sa journée. Les dettes cachées, les comptes vidés, la fuite de Julien. « Il est parti ?» demanda Léa. « Oui, ton oncle Michel ne sait pas où. Et nous, on va se battre. On va vendre la maison, rembourser ce qu'on peut et recommencer à zéro. Et mes études ?» Margot regarda sa fille droit dans les yeux. « Tes études ? Tu les feras. Je ne sais pas encore comment, mais tu les feras. Maman, sois réaliste. Avec 43 000 € de dettes, Léa, écoute-moi bien. Ton père nous a fait beaucoup de mal, mais je ne le laisserai pas détruire ton avenir. » Cette nuit-là, Margot ne dormit pas. Elle réfléchit à toutes les options qui s'offraient à elle. Vendre la clinique ? Impossible, c'était son outil de travail. Vendre la maison ? Nécessaire, mais insuffisant pour couvrir toutes les dettes. Emporter ? Avec son niveau d'endettement actuel, aucune banque ne lui ferait confiance. Il faut que je le retrouve. Il faut qu'il assume ses responsabilités. Au petit matin, elle prit une décision. Elle allait engager un détective privé pour retrouver Julien. Elle n'avait pas les moyens de se payer cette dépense, mais elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'il rende des comptes. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la fuite de Julien n'était que le début de ses découvertes. Car un homme capable de mentir pendant 20 ans et de ruiner sa famille sans scrupules était probablement capable de bien pire encore. Et Margot allait bientôt découvrir que les secrets de Julien étaient plus sombres qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Au bureau de poste,
En récupérant le courrier, elle tomba sur une enveloppe qui la glaça d'effroi. L'expéditeur, cabinet Roussel, avocat, Lyon. À l'intérieur, une lettre qui allait bouleverser sa compréhension des événements. Madame Delacroix, nous représentons Mademoiselle Sandra Moreau dans une action en reconnaissance de paternité contre votre époux, Monsieur Julien Delacroix. Nous vous informons que notre cliente a donné naissance le 15 octobre dernier à un enfant dont Monsieur Delacroix est le père présumé. Margot dut s'appuyer contre un mur pour ne pas tomber. Julien avait un enfant avec une de ses maîtresses. Et cet enfant était né il y a à peine 2 mois. Pendant que je découvrais ces mensonges, il avait déjà un bébé avec une autre femme. Combien d'autres secrets allait-elle encore découvrir? Et surtout, où était-il maintenant, cet homme qui fuyait ses responsabilités en laissant derrière lui un sillage de vie brisée? Chapitre 6. Quand la vérité éclate enfin, elle révèle des abîmes insoupçonnés. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie n'était qu'un mensonge gigantesque dont vous étiez la seule à ignorer l'existence? Margot fixait la lettre de l'avocat lyonnais depuis 10 minutes, incapable d'intégrer cette nouvelle révélation. Julien avait un enfant, un bébé de 2 mois avec une femme dont elle n'avait jamais entendu parler. Pendant qu'elle découvrait ses infidélités, il célébrait déjà la naissance de son fils illégitime. Un fils. Il a un fils. Maman? Léa venait de rentrer du lycée et l'avait trouvé immobile dans l'entrée, la lettre à la main. Qu'est-ce que c'est? Margot ne savait pas comment annoncer à sa fille qu'elle avait un demi-frère. Comment lui expliquer que leur situation déjà catastrophique venait encore de se compliquer? Une lettre d'avocat. À propos de ton père. Il nous fait un procès maintenant? Non, c'est autre chose. Margot tendit la lettre à Léa, qui la lut en silence. Elle vit le visage de sa fille se décomposer progressivement. Il a un enfant? Apparemment, oui. Avec qui? Une certaine Sandra Moreau. Je ne la connais pas. Léa relut la lettre, comme si elle espérait y découvrir une erreur. Le 15 octobre, il y a 2 mois. Oui, ça veut dire qu'elle était enceinte depuis janvier. Peut-être même avant. Pendant que je lui préparais ses petits plats, que je m'inquiétais pour l'avenir du refuge, une autre femme portait son enfant. Maman, qu'est-ce qu'on fait? On appelle cet avocat. Il faut qu'on sache exactement de quoi il retourne. Margot composa le numéro du cabinet lyonnais. Une secrétaire lui passa immédiatement Maître Roussel. Madame Delacroix, j'espère que vous avez bien reçu notre courrier. Oui, et j'aimerais comprendre ce que vous voulez exactement. Ma cliente souhaite que M. Delacroix reconnaisse officiellement son fils et qu'il assume ses responsabilités financières. Et si mon mari refuse, nous demanderons un test de paternité. Mais ma cliente est formelle. M. Delacroix est bien le père de cet enfant. Votre cliente était au courant que mon mari était marié? Non. M. Delacroix lui avait dit qu'il était divorcé depuis plusieurs années. Encore le même mensonge. Toujours le même. Maître, mon mari a disparu. Il a vidé nos comptes et quitté la région. Je ne sais pas où il se trouve. Nous allons le retrouver, Madame Delacroix. Et s'il y a lieu, nous nous retournerons contre vous pour obtenir une pension alimentaire. Contre moi? Pour un enfant qui n'est pas le mien? Vous ne pouvez pas me demander de payer pour l'enfant de la maîtresse de mon mari. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, si. Les dettes de votre époux vous engagent, y compris ses obligations alimentaires. Margot raccrocha, atterrée. Non seulement Julien lui laissait 43 000 € de dettes, mais elle risquait en plus de devoir payer une pension alimentaire pour son fils illégitime. Comment peut-on tomber aussi bas? Le téléphone sonna immédiatement. Un numéro qu'elle ne connaissait pas. Madame Delacroix, ici Sandra Moreau. La voix était jeune, fatiguée, avec un accent du Midi. Qu'est-ce que vous me voulez? Je voudrais qu'on se parle. Pas par avocats interposés. Entre femmes. Je n'ai rien à vous dire. Moi, j'ai des choses à vous dire. Sur Julien. Sur ce qu'il a fait. Quelque chose dans sa voix intrigua Margot. Une détresse qui allait au-delà de la simple rupture. Quel genre de choses? Pas au téléphone. On peut se voir? Où êtes-vous? À Lyon. Mais je peux descendre. Il faut absolument qu'on se parle. Margot hésita. Avait-elle vraiment envie de rencontrer cette femme qui avait eu un enfant avec son mari? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à me dire qui soit si important? Julien ne vous a pas dit qu'il me connaissait depuis longtemps, n'est-ce pas? Comment ça? Longtemps? On se connaît depuis 6 ans, Madame Delacroix. Et notre histoire, elle ne s'est pas passée comme il vous l'a probablement raconté. 6 ans.
Encore un mensonge. Il ne m'a rien raconté du tout. Il a disparu sans explication. Alors il faut vraiment qu'on se parle. Je peux être chez vous demain matin? Le lendemain, Margot attendait Sandra Moreau avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Quel nouveau secret allait-elle découvrir sur l'homme qu'elle avait épousé? À 10 heures précises, une petite Renault bleue se gara devant la maison. Margot vit en sortir une jeune femme brune d'une trentaine d'années, tenant dans ses bras un couffin. Elle était jolie, mais fatiguée, avec ce teint pâle des jeunes mères épuisées. « Madame Delacroix ?»« Appelez-moi Margot. » Sandra était visiblement émue. Elle regardait la maison avec un mélange de curiosité et de tristesse. « C'est ici qu'il vivait. Avec vous. Entrez. » Dans le salon, Sandra installa son couffin sur la table basse. Le bébé dormait profondément. Il avait les traits de Julien, le même nez, la même forme de visage. C'est bien son fils. Aucun doute possible. Il s'appelle comment? Thomas. Thomas Moreau. Vous ne lui avez pas donné le nom de son père. Julien n'a jamais voulu le reconnaître. Margot observa cette jeune femme qui berçait machinalement le couffin. Elle s'attendait à ressentir de la colère, de la jalousie. Mais tout ce qu'elle éprouvait, c'était de la pitié. Racontez-moi votre histoire. Depuis le début. Sandra prit une longue inspiration. J'ai rencontré Julien il y a 6 ans. J'étais assistante sociale à Lyon. Je traversais une période difficile après mon divorce. J'étais venu passer un week-end dans les Pyrénées avec des amis. On a dormi au refuge. Et Julien était charmant, attentionné. Il m'a fait visiter la région, m'a emmené dans des endroits magnifiques. Au bout de 3 jours, j'étais amoureuse. Le grand classique. Le charme de Julien opérait toujours. Il vous a dit qu'il était célibataire? Divorcé, avec une fille en garde alternée. Il m'a même montré des photos de Léa. Et vous l'avez cru? Complètement. Il était si convaincant. Il connaissait tous les détails d'un divorce imaginaire. Il m'a même raconté les disputes avec son ex-femme, les problèmes de pension alimentaire. Il avait tout inventé, dans les moindres détails. Qu'est-ce qui se passait ensuite? On s'est vu régulièrement. Lui descendait à Lyon. Moi, je montais ici. Enfin, pas ici, au refuge. Il me disait qu'il ne pouvait pas m'amener dans votre maison à cause de Léa, que sa fille avait du mal à accepter qu'il refasse sa vie. Et ça a duré 6 ans, avec des interruptions. Parfois, il disparaissait pendant des mois. Il disait qu'il avait des problèmes avec son ex-femme, des procédures judiciaires complexes. Ses autres maîtresses. Il me trompait avec Sandra, et il trompait Sandra avec d'autres. Quand avez-vous découvert la vérité? Il y a 3 mois. J'étais enceinte de 6 mois, et je commençais à m'inquiéter de ne jamais avoir rencontré sa famille, ses amis. Un jour, j'ai décidé de venir ici à l'improviste. Et j'ai vu votre nom sur la boîte aux lettres. M et Madame Delacroix. J'ai compris que vous n'étiez pas divorcé. Qu'avez-vous fait? J'ai confronté Julien. Il m'a dit que c'était temporaire, que vous étiez encore légalement mariés, mais que vous viviez séparés. Que le divorce était en cours, mais compliqué. Nouveau mensonge pour couvrir le premier. Et vous l'avez encore cru. Sandra baissa les yeux. J'étais enceinte de 6 mois. J'étais amoureuse. Et j'avais envie de le croire. Quand avez-vous vraiment compris? Quand il a disparu après la naissance de Thomas. Il avait promis d'être là pour l'accouchement. Il n'est jamais venu. Il n'a même pas appelé. Bien sûr. À cette période, il découvrait ses nouvelles conquêtes avec Camille. Il a vu son fils une seule fois, il y a 1 mois. Il est resté 10 minutes. Il a dit que le bébé était mignon. Et il est reparti. Il vous aidait financièrement? Au début, oui. 500 € par mois. Mais depuis la naissance de Thomas, plus rien. Les mêmes 500 € qu'il prélevait sur notre compte joint. Margot observa le bébé qui commençait à s'agiter dans son couffin. Ce petit être innocent était le symbole de toutes les trahisons de Julien. Sandra, pourquoi vous vouliez me rencontrer? Parce que j'ai découvert autre chose. Quelque chose que vous devez savoir. Quoi encore? Sandra sortit son téléphone et montra une photo à Margot. Vous la reconnaissez? Sur l'écran, une jeune femme blonde d'une 20aine d'années, souriante, dans les bras de Julien. Non. Qui c'est? Elle s'appelle Marine. Elle a 22 ans. Elle vient d'avoir un bébé elle aussi. Margot sentit le monde basculer autour d'elle. Un autre enfant, né il y a 3 semaines. À Perpignan. 2 enfants. Julien a eu 2 enfants avec ses maîtresses. Comment vous le savez?
J'ai enquêté. Après sa disparition, j'ai voulu comprendre qui était vraiment cet homme. J'ai retrouvé plusieurs de ses conquêtes. Il y en a d'autres, Margot, beaucoup d'autres. Sandra sortit une pochette de son sac et en vida le contenu sur la table. Des photos, des copies de messages, des témoignages écrits. Regardez. Margot parcourut les documents. Des dizaines de femmes. Des témoignages accablants. Toutes racontaient la même histoire. Julien qui se faisait passer pour divorcé, qui promettait l'amour éternel, qui disparaissait du jour au lendemain. Certaines ont porté plainte. Pourquoi? Mentir n'est pas un délit. Faire des promesses qu'on ne tient pas non plus. Et les enfants? Il y en a d'autres? Officiellement, non. Mais plusieurs femmes ont eu des fausses couches après l'avoir découvert avec d'autres. Le choc, le stress, comme la première femme de Julien. L'histoire se répétait. Sandra, où est-il maintenant? Je l'ai retrouvé. Margot releva brusquement la tête. Où? En Espagne, à Barcelone. Il vit avec une femme d'affaires catalane. Il lui a raconté qu'il était veuf, que sa femme était morte dans un accident de voiture. Maintenant, je suis morte. C'est plus pratique qu'un divorce. Il faut le dénoncer. Il faut qu'il paie pour ce qu'il a fait. À qui? À quel titre? Il n'a enfreint aucune loi française. Et ses enfants? Ses dettes? Il s'en fiche. Il recommence sa vie à zéro avec une nouvelle identité, une nouvelle histoire. Margot regardait les preuves étalées sur sa table. L'homme qu'elle avait épousé était un prédateur. Un manipulateur qui détruisait méthodiquement la vie des femmes qui avaient le malheur de tomber amoureuses de lui. Il faut l'arrêter, dit-elle finalement. Comment? Je ne sais pas, mais il faut l'arrêter. À cet instant, Léa entra dans le salon. Elle s'arrêta net en voyant Sandra et le bébé. C'est lui? Le fils de papa? Oui, répondit Sandra doucement. Je suis désolé, tu ne méritais pas ça. Léa s'approcha du couffin et observa longuement le bébé endormi. Il me ressemble, dit-elle finalement. On a le même nez. C'est ton demi-frère? Dit Margot. Je sais. Léa regarda Sandra avec une maturité impressionnante. Vous allez vous en sortir? Seul avec un bébé? Je vais essayer. Et si papa refuse de vous aider? Alors je me débrouillerai, comme votre mère va se débrouiller. Léa hocha la tête, puis se tourna vers Margot. Maman, on ne peut pas laisser tomber ce bébé. C'est mon frère? Cette déclaration bouleversa Margot. Sa fille, qui avait elle-même été trahie par son père, était prête à aider l'enfant de sa maîtresse. Léa. Non, maman. Papa nous a abandonnés, tous. Toi, moi, Sandra, Thomas et cette autre femme à Perpignan. On ne peut pas se venger les uns sur les autres. 16 ans, et déjà plus de sagesse que son père n'en aura jamais. Cet après-midi-là, les trois femmes, Margot, Sandra et Léa, prirent une décision qui allait changer le cours des événements. Elles n'allaient pas se contenter de subir les conséquences des actes de Julien. Elles allaient se battre, ensemble. Car si Julien pensait pouvoir fuir ses responsabilités en se cachant en Espagne, il se trompait lourdement. L'heure des comptes avait sonné. Chapitre 7. Quand justice est rendue, elle vient parfois de là où on ne l'attendait pas. Savez-vous ce qui arrive quand des femmes trahies décident d'unir leurs forces contre celui qui les a détruites? Margot découvrit que la vengeance, servie froide et méthodiquement préparée, pouvait être d'une efficacité redoutable. 6 mois après la découverte de la double vie de Julien, elle était assise dans un café de Barcelone avec Sandra et un homme qu'elle n'aurait jamais pensé rencontrer un jour, l'avocat de la femme d'affaires catalane avec qui Julien vivait maintenant. Comment en sommes-nous arrivés là? Tout avait commencé par une idée simple de Léa. Si papa a menti à tant de femmes, pourquoi on ne les contacterait pas toutes? Une par une? Cette suggestion, lancée un soir de février dans leur cuisine, avait déclenché une cascade d'événements que Margot n'aurait jamais pu imaginer. Avec l'aide de Sandra, elles avaient créé un groupe Facebook privé, Victimes de Julien Delacroix. En quelques semaines, une trentaine de femmes les avaient rejointes. Toutes avaient la même histoire à raconter, le charme irrésistible de Julien, ses promesses d'amour éternel, ses mensonges sur son statut marital et sa disparition brutale quand la vérité menaçait d'éclater. 30 femmes. En 20 ans, il a détruit la vie de 30 femmes. Mais le groupe Facebook n'était que le début. Car parmi ces femmes se trouvait Elena Rodriguez, une journaliste d'investigation espagnole qui avait eu une liaison avec Julien 3 ans plus tôt. Quand elle avait découvert l'ampleur de ses mensonges, elle avait décidé d'utiliser ses compétences professionnelles pour enquêter sur lui. Vous savez ce que j'ai découvert? Avait-elle écrit dans le groupe. Julien Delacroix n'existe pas légalement en Espagne.
Il vit sous une fausse identité. Cette révélation avait tout changé, car vivre sous une fausse identité en Espagne était un délit qui pouvait entraîner son expulsion du territoire. Il se fait appeler Julien Dupont, avait précisé Elena. Il a une carte de séjour obtenue avec de faux papiers. Et devinez quoi? Il vient d'épouser civilement Maria Santos, une riche veuve propriétaire de plusieurs boutiques de mode à Barcelone. Il s'est remarié. Bigamie. Enfin un vrai délit. Margot avait immédiatement contacté son avocat. Maître Fournier avait été formel. Madame Delacroix, si votre mari s'est remarié sans avoir divorcé, nous le tenons. La bigamie est un crime passible de 5 ans de prison. C'est ainsi que Margot et Sandra se retrouvaient maintenant à Barcelone, accompagnées d'Elena qui leur servait d'interprète et de guide. Elles avaient rendez-vous avec Maître Fernandez, l'avocat de Maria Santos. Sonora Delacroix? Maître Fernandez était un homme élégant d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants impeccablement coiffés. Il parlait un français parfait avec juste une pointe d'accent espagnol. « Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Grâce à vous, ma cliente va pouvoir sortir de ce cauchemar. » Cauchemar. Le mot était bien choisi. « Comment va-t-elle » demanda Sandra. « Pas bien. Découvrir que l'homme qu'on vient d'épouser est déjà marié et a des enfants avec d'autres femmes, c'est traumatisant. » L'avocat sortit un dossier volumineux de son attaché-caisse. « Voici ce que nous avons découvert sur votre ex-mari. » Ex-mari. Juridiquement, il était encore son mari. Julien Dupont, alias Julien Delacroix, vit à Barcelone depuis 8 mois. Il a rencontré ma cliente sur un site de rencontre pour célibataires fortunés. Il lui a raconté qu'il était veuf, ancien propriétaire d'un hôtel de luxe en France, et qu'il cherchait à investir dans l'immobilier espagnol. Veuf et homme d'affaires prospère. Une nouvelle version de ce mensonge. Ma cliente est tombée amoureuse. Elle lui a fait confiance. Elle l'a même associé à ses affaires. Associé comment? Elle lui a donné procuration sur plusieurs de ses comptes. Il gère maintenant 3 de ses boutiques. Margot sentit son estomac se nouer. Julien recommençait le même schéma. Séduire une femme, gagner sa confiance, puis la dépouiller. Combien d'argent a-t-il détourné? Pour le moment, environ 80 000 euros. Mais il a accès à beaucoup plus. Ma cliente possède un patrimoine de plus de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. La plus grosse proie de Julien. Il sait qu'elle a découvert la vérité? Non. Nous avons préféré être discrets. Il croit encore que son secret est intact. Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons porter plainte. Pour bigamie, escroquerie, faux et usage de faux. Avec vos témoignages et ceux des autres femmes, nous avons un dossier solide. Sandra se pencha vers l'avocat. Et les enfants? Thomas et la petite Marine? Il va devoir les reconnaître? S'il est condamné en France, oui, il devra assumer toutes ses responsabilités. Financièrement parlant. Enfin, Julien allait payer. Quand allez-vous l'arrêter? Demain matin. La police espagnole va l'interpeller à son domicile. Ensuite, s'il ne conteste pas, il sera extradé vers la France pour y être jugé. Margot éprouvait des sentiments contradictoires. D'un côté, elle était soulagée que justice soit enfin rendue. De l'autre, elle réalisait que 20 ans de sa vie avaient été gâchés par un homme qui n'était qu'un escroc. Maître Fernandez, est-ce qu'on peut voir Maria Santos? J'aimerais lui parler. Elle ne vous en voudra pas? Après tout, vous êtes la légitime épouse de l'homme qu'elle a épousé. Elle est victime, comme nous toutes. L'appartement de Maria Santos se trouvait dans le quartier huppé de l'Eixample. Un magnifique duplex avec terrasse donnant sur la Sagrada Familia. Margot réalisa avec amertume que Julien vivait dans un luxe qu'elle n'avait jamais connu. Avec notre argent, il m'offrait des dîners au restaurant du coin. Avec l'argent de Maria, il vit comme un prince. Maria Santos était une femme élégante d'une 50aine d'années, aux cheveux noirs striés de gris, avec ce port de tête alti des femmes habituées au succès. Mais quand elle les accueillit, Margot vit immédiatement la fragilité qui se cachait derrière cette façade. « Margot, c'est bien vous? »« Oui, et voici Sandra. »« Entrez, s'il vous plaît. » Le salon était décoré avec un goût exquis, mélange de modernité et de tradition catalane. Sur une commode, Margot aperçut des photos de Julien et Maria ensemble. Il souriait, détendu, heureux, le même sourire qu'il lui avait adressé pendant 20 ans. « Je suis désolé, » dit Maria en s'asseyant. « Désolé de vous avoir volé votre mari. »« Je ne savais pas. »« Vous ne m'avez rien volé, » répondit Margot. « Il n'était déjà plus mon mari depuis longtemps. Je ne le savais juste pas encore. »« Comment avez-vous découvert qu'il était marié? »« Par hasard. »
Je l'ai vue avec une autre femme. Et en enquêtant, j'ai découvert tout le reste. Maria servit du thé dans de la porcelaine fine. Ses mains tremblaient légèrement. Il m'a dit que sa femme était morte dans un accident de voiture, que c'était très douloureux pour lui d'en parler. J'ai respecté son chagrin. Bien sûr, le veuf est pleuré qui ne peut pas évoquer sa tragédie. Il vous parlait de Léa, sa fille? Oui, il disait qu'elle vivait en pension en Suisse, qu'elle avait du mal à surmonter la mort de sa mère, qu'il ne pouvait pas la voir souvent parce que c'était trop difficile pour elle. Sandra et Margot échangèrent un regard. Julien avait utilisé la souffrance supposée de Léa pour justifier son absence. « Maria, dit Sandra doucement, vous savez qu'il a eu des enfants avec d'autres femmes. » Maria hocha la tête, les larmes aux yeux. « 2 enfants. Votre Thomas et la petite de Perpignan. J'ai tout appris par l'avocat. Ça ne vous révolte pas? Si, mais surtout, ça me fait pitié. Pitié pour ces enfants qui ont un père incapable d'amour. Une femme forte qui refuse de se laisser détruire. Que allez-vous faire après son arrestation? Reprendre ma vie en main et aider ces enfants, si je peux. Vous aideriez les enfants de ces maîtresses. Ce sont des victimes innocentes. Ils n'ont rien demandé. Margot observa cette femme avec respect. Maria Santos avait été trompée comme elle toutes, mais elle refusait de se laisser aller à la rancœur. Le lendemain matin, elles assistèrent à l'arrestation de Julien depuis un café situé en face de l'immeuble de Maria. Margot le vit sortir, menotté, entre 2 policiers espagnols. Il portait un costume qu'elle ne lui connaissait pas, probablement acheté avec l'argent de Maria. 20 ans de mariage, et je découvre enfin son vrai visage. Il leva les yeux vers les fenêtres de l'appartement de Maria et aperçut le petit groupe dans le café d'en face. Ses yeux croisèrent ceux de Margot. Elle y lut de la surprise, de la colère, mais aussi quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez lui, de la peur. Il a peur. Enfin, 3 mois plus tard, Margot était de retour dans sa cuisine, face à Léa qui préparait son baccalauréat. Sa fille avait grandi pendant cette période, physiquement, mais surtout mentalement. Elle avait cette maturité particulière des enfants qui ont dû affronter trop tôt la réalité du monde adulte. Alors, demanda Léa sans lever les yeux de ses livres. Des nouvelles du procès? Julien a été condamné. 3 ans de prison ferme pour bigamie, escroquerie et faux en écriture. Il va purger sa peine? Oui, et il devra rembourser l'argent qu'il a volé. À Maria, mais aussi à nous. Combien on va récupérer? Pas grand-chose. Quelques milliers d'euros. Mais c'est mieux que rien. Léa referma son livre et regarda sa mère. « Maman, tu regrettes de l'avoir épousé ?» La question surprit Margot. Elle y réfléchit longuement avant de répondre. « Non, parce que sans lui, je ne t'aurais pas eu. Et tu es ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. Même si ça veut dire que je ne pourrais pas faire médecine. Qui a dit que tu ne fais pas médecine? » Léa fronça les sourcils. « Ben, l'argent. » Margot sourit et sortit une lettre de son sac. Maria Santos a créé une fondation pour aider les enfants victimes de manipulateurs. Elle finance les études de Thomas, de la petite Marine et les tiennes. Léa ouvrit des yeux ronds. Quoi? Elle paye tes études de médecine. Intégralement. Jusqu'au bout. Mais pourquoi? Parce qu'elle dit que les enfants ne doivent pas payer pour les erreurs de leurs parents. Et parce que tu lui as écrit une lettre magnifique après l'arrestation de ton père. La lettre de Léa à Maria avait été un chef-d'œuvre de générosité et de maturité. « Maman? »« Oui? Tu crois qu'on s'en est sorti ?» Margot regarda sa fille, cette jeune femme de 17 ans qui avait traversé l'effondrement de sa famille avec une force extraordinaire. « Oui, ma chérie, je crois qu'on s'en est sorti. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Margot dormit paisiblement. Non pas parce que ses problèmes étaient résolus, il lui faudrait encore des années pour se reconstruire financièrement et émotionnellement, mais parce qu'elle avait compris une chose essentielle. Elle était plus forte qu'elle ne le pensait. Et surtout, elle n'était plus seule. Sandra était devenue une amie précieuse, Maria une alliée inattendue. Elena continuait son combat contre les manipulateurs via ses articles de presse. Toutes ces femmes, unies par la trahison d'un même homme, avaient tissé des liens plus forts que tous les mensonges de Julien. Une nuit d'infidélité a détruit 20 ans de mariage, mais elle a aussi révélé qui j'étais vraiment. Margot Delacroix avait découvert qu'elle était une survivante, et que parfois, la fin d'un mensonge marque le début d'une vérité plus belle. 2 ans plus tard, Margot regardait Léa enfiler sa blouse blanche pour sa première journée en faculté de médecine. Sa fille rayonnait, portant fièrement l'uniforme qu'elle avait tant rêvé de revêtir. « Tu es prête ?»
Oui. Et toi? Margot sourit. Elle aussi commençait une nouvelle vie. La clinique vétérinaire prospérait, elle avait remboursé la plupart de ses dettes, et surtout, elle avait retrouvé confiance en elle. Oui, ma chérie, je suis prête. Sur la table de la cuisine trônait une photo. Margot, Léa, Sandra avec Thomas dans ses bras, et Maria lors de leur dernière rencontre à Barcelone. 4 femmes et 2 enfants, unis par l'épreuve mais libérés par la vérité. Julien avait voulu détruire leur vie. Il avait fini par les rendre plus fortes. L'histoire touche à sa fin, révélant que parfois, les plus grandes trahisons mènent aux plus belles renaissances. Car lorsqu'on survive à la destruction de ses illusions, on découvre enfin qui l'on est vraiment.